Voici un interféromètre de Michelson. Donc, on a ici l'entrée de l'interféromètre, c'est par là qu'arrive le faisceau incident. Et on voit qu'il doit passer à travers un verre anticalorique. Ensuite, une fois le faisceau entré dans Michelson, il atteint la séparatrice qu'on a ici, qui sépare donc le faisceau en deux. Un faisceau qui se dirige vers le miroir M1 qu'on voit là, et un faisceau qui se dirige vers le miroir M2 que l'on voit ici. Bon, ce sont les noms que je donne au miroir dans mon cours. Alors, à quoi sert le verre anticalorique? Ça, c'est quand on travaille en lumière blanche. Vous savez qu'une ampoule à incandescence consomme 90% de l'énergie à émettre des infrarouges et seulement 10% de l'énergie pour émettre de la lumière visible. Et ces infrarouges peuvent participer à l'échauffement des pièces d'optique et entraîner de légères dilatations thermiques. Et comme l'interféromètre est très précis sur le plan mécanique, on préfère ici filtrer les infrarouges à l'entrée et c'est le rôle du verre anticalorique. C'est surtout utile, je vous dis, quand on utilise de la lumière blanche. La séparatrice, on a vu en cours à quoi cela servait. On n'y touchera pas en TP. La compensatrice non plus, on en a parlé en cours, on n'y touchera pas en TP. Le miroir M2 ici est un miroir qui est uniquement orientable, d'accord, on ne peut pas le translater. On voit ici les vis de réglage de l'orientation de ce miroir. Alors, ces vis permettent d'orienter le miroir de cette manière et de cette manière, d'accord. Et on a ici le miroir M1, qui est le miroir chariotable, le miroir qui peut être translaté. On voit là-bas derrière la vis de chariotage, la vis qui permet de translater ce miroir. Et ici, une des deux vis qui peut permettre de modifier l'orientation de ce miroir M1. De la même façon, l'orientation, ce sera comme ceci et comme ceci. D'accord. Alors, on remarque dans la façon dont sont faites ces vis que là, on aura le réglage grossier de l'inclinaison de M1 et le miroir M2 peut être réglé, son orientation peut être réglée de manière précise, parce qu'on a des vis ici plus appropriées pour un réglage précis. Donc quand on veut régler l'orientation relative des miroirs M1 et M2, on commence par un réglage grossier avec ces vis et on termine avec un réglage fin ici. Bon, je mets un bémol, avec ce matériel précisément, il s'avère que ces vis-là sont peu fiables et pour ma part j'utilise uniquement les vis de réglage grossier en étant fin, disons, avec les doigts. La lumière pénètre donc dans le Michelson ici. Une partie de la lumière est réfléchie par la séparatrice vers le miroir M2. Ce miroir réfléchit la lumière qui repart dans cette direction, qui traverse la séparatrice et sort du Michelson. Sur le bras 1, la lumière dans un premier temps traverse la séparatrice jusqu'à atteindre le miroir M1. Le miroir M1 la réfléchit et cette lumière se réfléchit sur la séparatrice pour sortir de l'interféromètre. Dernier élément du Michelson qui est important, c'est le vernier de la vis de chariotage. Donc on peut positionner le miroir M1 avec une grande précision à environ 5 microns près. La lecture se fait à l'aide d'un vernier et se fait en deux temps. Nous avons ici une graduation sur une partie fixe et une graduation sur une partie mobile. La lecture se fait en deux temps. On commence par repérer la graduation de la partie fixe, la dernière graduation de la partie fixe qui est visible. Ici, c'est celle que l'on voit là en bas. Alors, ici la graduation est faite de millimètre en millimètre, on va de 0 à 10. En haut, seuls les millimètres pairs sont représentés, donc 2, 4, 6, 8, 10. Et en dessous, les millimètres impairs, qui sont comme ça, vous le voyez, en quinconce. Donc on a 1, 3, 5, 7, 9. On voit ici que la dernière graduation fixe visible, c'est 11 mm. Donc c'est la première partie de la mesure, la plus grossière. Et la deuxième se fait grâce à la partie mobile. On voit qu'on a ici un trait horizontal de la partie fixe qui pointe vers une graduation de la partie mobile. Ici, on peut lire à peu près 31, d'accord. Alors là, je ne suis pas tout à fait
au-dessus, hein, il faut vraiment chercher à poser son regard verticalement au-dessus de la graduation pour repérer le plus précisément possible. Ici, quand je l'ai fait avec mon œil, c'est marqué 31. Et c'est 31 quoi? C'est 31 centièmes de millimètre. D'accord? Donc ici, la mesure, au final, c'est 11 mm plus 31 centièmes de millimètre. Hein, on voit que sur la partie mobile, on est gradué en demi-centièmes de millimètre, et donc c'est tous les 5 microns. Alors on peut vérifier, hein, regardez, quand j'augmente les valeurs pointées ici par le trait horizontal de la partie mobile, vous voyez, là je suis à 40, je continue, et puis ça va jusqu'à 100, d'accord? Voilà, et quand on est à 100, on passe à 0 et on voit apparaître une nouvelle graduation visible là-haut dans la partie fixe. Là, je suis à 12. Okay, donc, une mesure au millimètre près sur la partie fixe, et ensuite, il y a 1 millimètre qui est éclaté en 100 graduations. Alors, en fait, il y a des moitiés de graduation, donc c'est en 200 demi-graduations, si vous voulez, qui permettent d'affiner la mesure à 5 microns près. On va commencer le réglage de l'interféromètre de Michelson par un réglage avec un laser. C'est une méthode assez classique et assez facile. Donc ici, j'ai une diode laser à 650 nanomètres qui éclaire l'interféromètre. Donc on peut voir ici le faisceau incident, d'accord? Sinon on ne voit pas trop le faisceau, évidemment à l'œil dans l'air comme ça. Et on voit ici le faisceau, la partie du faisceau qui frappe le miroir M1. Ce réglage au laser va être fait en 2 temps. Dans un premier temps, on utilise le faisceau laser simple et on regarde ce que l'on observe sur un écran situé à la sortie de l'interféromètre. Voilà, je vais zoomer un petit peu sur la figure, sur ce qu'on voit. Voilà. Alors ici, on voit les 2 faisceaux sortants, on voit 2 taches correspondant à 2 faisceaux sortants du Michelson, celui-ci et celui-là. Les autres taches lumineuses sont des réflexions multiples, parasites pour nous, à l'intérieur du Michelson. Et donc l'objectif évidemment pour qu'il y ait interférence, c'est que les 2 faisceaux sortants se superposent correctement à la sortie du Michelson, ici sur l'écran. Donc là clairement c'est les orientations respectives des miroirs M1 et M2 qui ne sont pas conformes et qui ne permettent pas à ces faisceaux de se superposer à la sortie. Donc là, l'interféromètre est clairement très déréglé. Donc je vais manipuler les vis qui permettent de régler l'orientation du miroir M1, les vis de réglage grossier. Allons-y. Et donc je vais faire en sorte de venir se faire superposer les 2 faisceaux de sortie. Donc il y a 2 vis qui permettent voilà, de bouger les faisceaux dans 2 directions différentes. Voilà. Je ne sais pas si on arrive à voir, on le devine un petit peu quand je bouge comme ça. Donc là, j'ai des interférences sur l'écran. Le problème, c'est que la surface de l'écran qui est éclairée est beaucoup trop petite pour les voir. Donc la deuxième phase de ce réglage, c'est d'élargir le faisceau laser grâce à un objectif de microscope. Deuxième phase donc de ce réglage au laser, je vais introduire sur le chemin du faisceau laser un objectif de microscope, ici, c'est un ensemble de lentilles, que l'on va assimiler à une lentille très convergente et qui permet de faire diverger le faisceau laser et ainsi l'élargir. Donc on voit le spot laser, je vais le centrer sur la lentille d'entrée de l'objectif et là on ne le voit pas sur la vidéo, mais je centre bien le faisceau issu de l'objectif sur le miroir M1 qui se situe dans le prolongement du faisceau. Regardons un petit peu ce que l'on voit sur l'écran situé à la sortie de l'interféromètre. Voilà. Je zoome. On voit ici évidemment une zone de l'écran éclairée qui est plus importante et qui nous permet vraiment de distinguer des interférences. Alors je vais éteindre la lumière pour avoir un meilleur contraste. Voilà. Donc on voit clairement ici un système d'anneaux avec, on va dire,
d'autres, je sais pas, d'autres évolutions de l'éclairement sur l'écran qui sont des parasites. Hein, par exemple, clairement ici, on voit une sorte de cercle noir. Bon, ça, faut essayer d'en faire l'abstraction. Hein, voilà, c'est simplement que le faisceau laser traversant l'objectif et les différents éléments d'optique de l'interféromètre ressort et la tâche laser, si vous voulez, la tâche du faisceau n'est pas un éclairement uniforme, mais est pollué par des petites figures comme ça, des zones d'ombre, des zones plus lumineuses. Il faut essayer de faire abstraction de ça. Par contre, ce qu'on voit bien, hein, c'est une fois qu'on a laissé ça de côté, on voit bien ici une alternance de franges brillantes et de franges sombres en forme d'anneaux, avec ici on devine par là le centre de ces anneaux. Et maintenant, il va falloir, en se basant sur cette figure d'interférence, essayer d'approcher un petit peu le contact, un peu plus le contact optique. Je vous rappelle que la lumière laser est une lumière très cohérente temporellement. Dans notre modèle des trains d'onde, cela signifie que la longueur des trains d'onde est importante, elle peut être de l'ordre de la centaine de mètres. C'est bien pour ça que quand l'interféromètre est réglé loin du contact optique, ça vaut vraiment le coup de travailler dans un premier temps avec de la lumière très cohérente, donc avec un laser. L'idée, mon objectif, ça va être de faire rentrer les anneaux. Vous allez voir, quand je manipule la vis de chariotage, lorsque je translate le miroir M1, on va observer que ces anneaux-là vont rentrer vers leur centre. Ça, c'est une première manipulation que je vais faire. Et en même temps, je vais faire une deuxième manipulation, c'est toucher aux vis d'orientation du miroir M1, les vis de réglage d'inclinaison grossière, afin, tant que faire se peut, d'amener le centre des anneaux au centre de la tache lumineuse. D'accord ? Donc c'est plutôt comme ça que je vais faire. D'ailleurs, je vais d'abord amener le centre des anneaux au centre de l'écran, et ensuite, donc ça c'est avec les vis d'orientation, et ensuite je charioterai avec la vis de translation, je charioterai de manière à faire rentrer les anneaux. Et je vais faire ça successivement. Vous allez voir que successivement, quand je fais rentrer les anneaux, en général, le centre des anneaux va se déporter. À ce moment-là, j'arrêterai de charioter, je bougerai les vis d'orientation jusqu'à ramener le centre des anneaux au centre de la figure, et je continuerai ensuite à charioter pour faire rentrer les anneaux. Bon, une fois que j'aurai des anneaux, on va dire, avec des franges assez écartées les unes des autres, j'arrêterai pour ensuite affiner le réglage avec une lampe à mercure.
Au cours de cette deuxième partie du réglage au laser avec un faisceau élargi, donc vous avez bien pu observer que je cherchais à faire rentrer les anneaux au centre. Et effectivement, parfois j'allais vite et donc on ne les voyait plus défiler. C'était pour charioter un petit peu plus rapidement. Mais quand j'allais suffisamment lentement, on voyait bien les anneaux rentrer. Et dès que le centre des anneaux se déportait, je manipulais les vis d'orientation du miroir aimant pour remettre le centre des anneaux au centre de la tache lumineuse. Bon, on voit maintenant que le faisceau laser n'est pas assez large, malgré qu'on l'ait élargi avec un objectif de microscope, et il est bon maintenant de passer à une source qui éclaire encore un petit peu mieux l'écran, et puis de passer une source un petit peu moins cohérente. On va sélectionner la raie verte du mercure. On travaille ici avec une lampe à vapeur de mercure, et je présente le réglage du faisceau incident sur l'interféromètre de Michelson. On a préalablement fait le réglage au laser et vous avez vu qu'assez naturellement, on obtenait une figure en anneau type lame d'air sur l'écran. Et donc, on va ici régler le faisceau incident de lumière de mercure en ayant en tête le réglage lame d'air. C'est-à-dire, vous le savez, on doit essayer de faire un faisceau le plus convergent possible pour avoir une gamme d'angles I, avec I l'angle typique qu'on a vu en cours, avec une gamme d'angles I la plus grande possible pour pouvoir voir le plus d'anneaux possible sur l'écran. Et donc ça, c'est une compétence assez importante, c'est réussir, savoir comment régler le faisceau incident sur le Michelson. Bon, on va utiliser donc à l'entrée du Michelson une lampe à vapeur de mercure, on voit ici le trou par lequel sort la lumière, un condenseur dont je vais expliquer le rôle, et ici un filtre interférentiel qui nous permettra de sélectionner uniquement la raie verte du mercure et pas les autres raies. L'idée avec un interféromètre, vous le savez, c'est d'essayer de travailler avec les sources les plus monochromatiques possibles. En tout cas, plus elles sont monochromatiques, plus il est facile d'observer des interférences. On a commencé par le laser, qui est la raie la plus fine qu'on puisse trouver dans nos laboratoires. Et ensuite, la raie, disons, la lumière la plus monochromatique qu'on pourrait se donner, c'est une raie d'une lampe à vapeur atomique. Donc ici, la raie verte du mercure. Alors, à quoi sert le condenseur? Regardons un petit peu quelle est l'allure du faisceau à la sortie de la lampe. Je prends une feuille blanche ici, on voit un petit peu, ça me permet d'avoir une idée que voilà, le faisceau se dilue dès qu'on s'éloigne, comme ça la lumière se répartit sur une surface vraiment très grande et beaucoup plus grande que l'entrée de l'interféromètre. Donc vous imaginez que si on mettait simplement la lampe comme ça à l'entrée de l'interféromètre, seule une toute petite fraction de la lumière pénétrerait dans l'interféromètre. Et ça, c'est la garantie d'avoir à la fin des interférences très peu lumineuses. L'intérêt, quand on cherche à observer des interférences, c'est d'avoir la figure la plus lumineuse possible. Et c'est là le rôle du condenseur. C'est une lentille convergente, enfin très convergente, avec une très faible focale, une grande divergence. Et puis, vous voyez un grand diamètre. Bon, c'est clairement pas une lentille convergente qui permet de faire des belles images. On ne sera pas dans les conditions de Gauss, mais ce n'est pas le but. Ici, le but de cette lentille convergente, c'est de condenser, comme son nom l'indique, de condenser le faisceau à la sortie. Vous voyez que la lumière, à la sortie du condenseur, se répartit sur une surface qui reste beaucoup plus petite et qui est à peu près du même ordre, de la même taille que le trou d'entrée de l'interféromètre. Okay. Donc ça, c'est le premier rôle du condenseur. On a vu en cours également que pour régler correctement le faisceau incident en vue de travailler en configuration lame d'air, il faut donc chercher à avoir un faisceau très convergent sur l'interféromètre, et un critère expérimental simple, c'est qu'on va chercher à faire l'image de l'ampoule de la lampe sur le miroir M1, c'est le miroir chariotable ici, avec le condenseur. J'ai dit que c'était une lentille convergente, on va pouvoir faire l'image de l'ampoule sur le miroir M1. Ce sera une image pas très nette, mais on peut quand même la distinguer. Et pourquoi faire l'image? Parce que c'est vraiment la configuration où on aura, en faisant cela, en faisant l'image, on aura un faisceau le plus convergent possible sur le miroir M1, et ça va nous offrir une gamme d'angles I, avec I l'angle du cours si vous voulez, qui sera grande et qui nous permettra de voir beaucoup d'anneaux sur l'écran.
Pour illustrer ce réglage du faisceau incident donc très convergent sur le miroir M1, j'ai placé une feuille blanche devant le miroir pour pouvoir mieux filmer. Évidemment, quand on sera en TP, on pourra voir l'image se former sur le plan du miroir sans mettre de feuille. Donc je vais déplacer ici le condenseur par rapport à la lampe, qui est placé devant et qu'on ne voit pas ici. Je vais déplacer le condenseur de manière à faire l'image de l'ampoule sur la feuille blanche. Voilà. Ce n'est pas forcément une image qu'on voit très facilement là sur la vidéo, mais on voit que qu'il y a quelque chose de plus net que la tâche diffuse d'auparavant. Je synthétise le réglage du faisceau incident lorsque on veut travailler en lambda. On a donc la lampe à mercure, le condenseur qui permet de faire l'image de l'ampoule sur le miroir chariotable M1, et vous voyez ici placé juste derrière le filtre interférentiel qui permet de sélectionner la raie verte du mercure. Il faudra veiller à régler les problèmes d'encombrement, d'accord, parce qu'il faut pouvoir placer le filtre derrière le condenseur et on manque parfois de place, donc il ne faut pas hésiter à reculer la lampe et refaire le montage. Il faut veiller évidemment à un bon alignement vertical pour éviter de perdre de la lumière en route et un bon alignement horizontal. On ne travaille pas sur bande optique ici, donc il faut vraiment veiller à ces différents alignements pour collecter le maximum de lumière et faire entrer le maximum de lumière dans l'interféromètre. Une fois le faisceau incident correctement réglé, on sait qu'en lambda, lorsque la source est étendue, ce qui est le cas ici, les franges sont localisées à l'infini. Alors évidemment, l'infini, vous savez qu'en optique, ça peut être aussi le plan focal image d'une lentille convergente. C'est pourquoi on place à la sortie de l'interféromètre, en centrant bien la lentille sur le faisceau, une lentille convergente de focale 1 mètre. Alors pourquoi 1 mètre? Simplement parce que ça nous permettra d'avoir une figure d'interférence assez grande sur l'écran. On observe ici la figure que l'on obtient sur un écran placé à 1 mètre de la lentille convergente de focale 1 mètre placée à la sortie de l'interféromètre. Donc là, on est bien dans le plan de localisation des franges. Et pourtant, on voit, en première intention, on voit comme ça, on les devine un petit peu, mais on voit un contraste très mauvais. En réalité, c'est tout simplement parce qu'expérimentalement, il reste un petit peu de coin d'air. Dans le cours, lorsqu'on voit la théorie, c'est soit on est quelque part purement en coin d'air ou purement en lame d'air. Quand il y a un petit peu des deux, ça donne exactement ce qu'on est en train de voir, c'est-à-dire un mauvais contraste. Donc là, ce que je vais faire, c'est, vous n'allez pas le voir, me voir procéder, mais je vais modifier, je vais toucher aux vis de réglage d'inclinaison du miroir M1, d'accord, les vis de réglage grossier. Bon, je vais manipuler avec beaucoup d'attention, il faudrait peut-être mieux faire ça avec des vis de réglage fin, pour obtenir un bon contraste, parce que j'aurai complètement annulé le coin d'air. Il n'y aura plus du tout de coin d'air et on aura du pur lame d'air, et c'est comme ça qu'on aura un bon contraste. Allons-y. Donc là j'ai touché une première vis, maintenant l'autre vis. Voilà. Voilà. Donc là, on obtient clairement un bien meilleur contraste. D'accord? Bon, l'objectif premier du réglage du Michelson, quand on s'entraîne comme ça, c'est d'atteindre le contact optique. Parce qu'une fois qu'on est au contact optique, après, on peut, à partir de là, en modifiant soit les inclinaisons des miroirs, soit en chariotant, on peut savoir exactement dans quel état se trouve l'interféromètre. Donc notre premier objectif ici, c'est d'aller au contact optique. Et vous le savez, maintenant que j'ai des beaux anneaux ici avec la raie verte du mercure, je vais charioter le miroir M1 de manière à faire rentrer ces anneaux. Alors quand est-ce que je m'arrête? Je m'arrête une fois que je ne vois presque qu'une seule tâche. Je ne vois presque plus que l'anneau central et pas d'autres anneaux. Alors en fait, je vais m'arrêter un tout petit peu avant, parce qu'il ne faudrait pas, en allant un petit peu trop loin, que je dépasse le contact optique. Parce qu'ensuite, je vais passer en lumière blanche, et si jamais j'ai dépassé le contact optique, je n'aurai plus de critères pour le repérer en lumière blanche. Donc je vais quand même essayer de m'arrêter avant, et donc je vais effectivement chercher à n'avoir plus qu'un seul anneau vert, mais
Voilà, peut-être que je vais en garder. Voilà. En fait, il faut que visuellement on soit certain de voir encore un anneau, aussi gros soit-il. Voilà, donc j'ai charioté de manière à faire rentrer les anneaux et donc à m'approcher du contact optique. Quand j'allais doucement, on voyait bien les anneaux rentrer. Quand j'allais plus vite, évidemment, par effet enfin, par effet de persistance rétinienne, on ne voyait plus rien. Et là, je me suis arrêté juste un petit peu avant le moment où je vais vraiment m'arrêter. Là, on voit encore une tache centrale et puis un anneau. Je vais encore avancer un petit peu, mais tout en m'arrêtant, euh, alors je suis encore sûr de, de faire rentrer des anneaux et de ne pas avoir dépassé le contact optique. Bien, je vais m'arrêter là. J'aurais pu peut-être encore aller un peu plus loin, mais je vais m'arrêter là. Je me souviens dans quel sens je tournais. D'accord, c'est très important de se souvenir du sens dans lequel on tournait la vis de chariotage. Parce que maintenant, on va passer en lumière blanche. Et la lumière blanche étant une lumière très peu cohérente temporellement, parce que le spectre est très large. Hein, on peut voir ça comme une raie d'une onde quasi monochromatique, mais tellement le quasi étant vraiment très dégradé, si vous voulez. Hein. C'est un peu un abus de langage de considérer le spectre large de la lumière blanche comme une raie quasi monochromatique. Mais en gardant un petit peu ce concept et en l'élargissant jusqu'au cas de la lumière blanche, on avait vu qu'un train d'onde, c'était de l'ordre de 1 micromètre. Hein. Là, pour la raie verte du mercure, c'est de l'ordre de 1 millimètre. Et pour la lumière blanche, c'est de l'ordre de 1 micromètre, je crois. Donc il va falloir maintenant poursuivre le réglage en étant très fin, parce que, si vous voulez, l'épaisseur de lame d'air qui va nous permettre de voir des interférences en lumière blanche, cette gamme d'épaisseur va être extrêmement petite. Donc si on est en dehors, on ne voit tout simplement rien, et voilà, on chariote un petit peu à l'aveugle. Donc je vais commencer, donc là je vais passer en lumière blanche, toujours avec un faisceau très convergent sur le miroir M1. Le faisceau incident, je vais le régler de la même façon qu'avec le mercure. Euh, le dispositif de projection avec la lentille d'1 mètre de focale et l'écran placé dans le plan focal image, je vais garder exactement la même chose. Je vais juste changer de lumière et passer en lumière blanche. Et ensuite, ce que je vais faire, je vais charioter dans le même sens hein, que ce que vous m'avez vu faire jusqu'à présent, mais en allant vraiment extrêmement lentement jusqu'à observer ce qu'on appelle les teintes de Newton. Vous allez voir que c'est simplement des couleurs. On va voir des couleurs. C'est ce qu'on appelle les teintes de Newton. Et je m'arrêterai à peu près sur la couleur, le cas achromatique, où j'aurai à peu près signé le contact optique. Bien, voici ce qu'on obtient en lumière blanche. J'ai simplement remplacé le mercure par une ampoule blanche et je vais à présent charioter très légèrement jusqu'à voir les teintes de Newton et ensuite une tache blanche sombre et qui signera la présence le fait que j'ai atteint le contact optique.
Bien, donc voilà, moi j'ai atteint donc les teintes de Newton, je les ai dépassées, donc j'ai dépassé le contact optique, je suis revenu en arrière, on a revu les couleurs, enfin on les a vues réapparaître, et j'ai essayé de me stabiliser à un moment où, après les couleurs, on voyait euh, une tache sombre et puis une tache blanche, vraiment blanche. Voilà, j'ai un petit peu du mal à me stabiliser sur cet endroit-là, mais ça c'est vraiment la position du contact optique. Voilà, donc là on a réglé d'une certaine manière le contact optique quasiment à voilà, quelques microns près. Après avoir atteint le contact optique de manière très précise en lame d'air avec la lumière blanche, grâce à l'observation des teintes de Newton, on va chercher à se placer en coin d'air, en lumière blanche également. Alors il faut faire attention, il ne faut pas passer en coin d'air brutalement, puisque vous savez que la mise en forme du faisceau incident sur l'interféromètre doit être modifiée quand on travaille en coin d'air. L'objectif à présent, c'est de former un faisceau de rayons lumineux parallèle, si vous voulez, à l'axe du miroir, à l'axe optique du miroir M1, d'accord, à la normale du miroir M1. Et pour ce faire, le critère expérimental le plus simple, c'est de réaliser un faisceau assez large et qui éclaire uniformément le miroir M1. Bon, pour mieux visualiser là sur la vidéo, j'ai mis une feuille blanche devant le miroir M1. On a ici le réglage qui avait cours en lame d'air, c'est-à-dire voilà, comment dire, l'image de l'ampoule à travers le condenseur sur le miroir M1, et je vais tout simplement maintenant reculer la lampe blanche de manière à avoir au niveau du miroir M1 un faisceau, un faisceau, qui éclaire de manière à peu près uniforme le miroir M1. Voilà. Donc ça, c'est vraiment les conditions d'éclairage lorsqu'on souhaite utiliser l'interféromètre en coin d'air. On a un faisceau de rayons lumineux parallèles entre eux. Dans la théorie, on avait vu que c'était ça qui était pratique. Et le critère expérimental, c'est un éclairement à peu près uniforme sur M1. Pour travailler en coin d'air, il faut également modifier la façon dont on forme l'image sur l'écran. On sait qu'en coin d'air, les interférences sont localisées à peu près sur le coin, d'accord, c'est-à-dire ici en TP sur le miroir M2. Et donc, on va placer une lentille convergente entre le miroir M2 et l'écran de manière à former l'image du miroir M2 sur l'écran. Je ne peux pas utiliser la même lentille que tout à l'heure, elle faisait 1 mètre de focale, je n'ai pas 4 mètres d'espace entre le miroir M2 et mon écran. Donc je change de lentille, je prends une lentille convergente de focale 20 cm et ça me laissera toute la place possible pour placer correctement l'écran. Une fois le faisceau incident réglé correctement, et le faisceau émergent également, hein, c'est-à-dire qu'on a placé l'écran au niveau de l'image du miroir M2 par rapport à la lentille ici de 20 cm, il va nous suffire de modifier un petit peu l'inclinaison du miroir M1 ou du miroir M2. Moi, je vais utiliser les vis du miroir M1 parce que celles du miroir M2 sont défectueuses. Donc, je vais modifier l'inclinaison et ça va me mettre un petit angle alpha entre les orientations respectives des deux miroirs dans le schéma équivalent. Et donc, voilà, je vais avoir un petit coin d'air. D'accord ? Alors, vous allez voir que quand on fait ça, l'arête du coin d'air ne se situe pas forcément au milieu de l'écran. Et je charioterai un petit peu avec la vis de chariotage pour placer la raie achromatique, la frange achromatique au milieu de l'écran. Voilà, donc on a des franges bien contrastées. On voit qu'évidemment, proche de l'arête du coin d'air qui se situe au niveau du milieu de l'écran, ici, là, j'ai des franges peu irisées.
hein, elles sont bien blanches et noires. Et puis plus je m'écarte de l'arête du coin d'air, plus je vois des franges brillantes irisées de couleur, tout simplement parce que l'alternance de franges brillantes et de franges sombres rectilignes dépend de la longueur d'onde. Et donc ici, on voit très bien que la frange bleue arrive avant la frange rouge. D'accord. Donc tout simplement parce que l'interfrange bleu est plus petit que l'interfrange rouge. Alors je vais continuer à augmenter l'angle du coin d'air pour resserrer les franges et faire apparaître ce qu'on appelle le blanc d'ordre supérieur. Donc ça va être la partie de l'écran la plus éloignée de l'arête où on aura une sensation de blanc, mais vous le savez, un blanc dans lequel il manque un certain nombre de longueurs d'onde. Ce sont les cannelures qu'on visualisera ensuite dans un spectre de cette lumière, de ce faux blanc. Voilà, je modifie ici un petit peu la position de l'écran pour avoir un contraste, le meilleur contraste possible. Et je vais maintenant analyser le contenu spectral de ce blanc d'ordre supérieur ici. Alors là, sur la vidéo, on voit bien qu'il y a encore ici des franges colorées. Donc je vais peut-être resserrer encore les franges, faire apparaître ce blanc d'ordre supérieur et ensuite l'analyser avec un spectromètre. Pour observer le spectre de ce blanc d'ordre supérieur, voilà, on voit ici la figure en lumière blanche en coin d'air, on voit l'arête du coin d'air un petit peu vers le bas, et vers le haut, on a du blanc d'ordre supérieur. J'ai placé ici une fibre optique, hein, on ne le voit pas très bien sur la vidéo, mais elle est au bout du marqueur blanc, là, et qui est connectée à un logiciel qui va tracer le spectre de la lumière collectée par la fibre optique. Et voici ce que l'on observe. Voilà le spectre de ce blanc d'ordre supérieur. Alors ça ressemble au spectre de la lumière blanche, mais à l'intérieur duquel on voit qu'il manque certaines couleurs. Hein, d'accord ? On a donc comme ça des franges brillantes et des franges sombres, mais dans le spectre de ce blanc d'ordre supérieur. Ce que je vais faire à présent, c'est charioter un petit peu pour finalement, ça revient, si vous voulez, à déplacer, à modifier un petit peu là où je me trouve dans la figure du coin d'air, et on va voir ces cannelures, donc ces trous là dans le spectre, évoluer, se resserrer ou s'écarter. Évidemment, plus elles s'écartent, plus je me rapproche du contact optique, donc de l'arête du coin d'air, et plus je m'éloigne de l'arête du coin d'air, plus ces franges vont se resserrer et se multiplier. Le temps d'intégration est conséquent, ce qui fait que lorsque je chariote un petit peu, il faut attendre quelques secondes pour que l'allure du spectre se stabilise. Je vais essayer maintenant de me rapprocher du contact optique et donc voilà, d'écarter ces franges dans le spectre.
Dans un premier temps, j'étais allé un peu trop loin, donc je pense que je m'étais retrouvé trop proche de l'arête du coin d'air. Et donc on n'avait pas de cannelure, on n'avait pas de franges sombres si vous voulez dans le spectre, mais c'est soit on avait de la lumière, soit on n'en avait pas. J'étais sur les franges brillantes et sombres qui sont proches de l'arête du coin d'air. En m'écartant un petit peu, je suis à nouveau dans du blanc d'ordre supérieur ici, et vous le voyez avec des cannelures plus rares, avec des franges sombres dans le spectre qui sont plus écartées.